Mesdames et messieurs, bonsoir. Donc, je déclare ouverte la séance du conseil municipal du 4 juillet 2022 et je vais commencer comme habituellement par la liste des présents. Donc, Madame Lesbat, Présente. Monsieur Lureau, Présent. Madame Brochard, Présent. Monsieur No. Présent. Alors, Madame Vinter a donné procuration à Monsieur Vincent Coyac, Monsieur Verdon. Présent. Monsieur Messey a donné procuration à Monsieur Verdon, Madame Goury, Madame Abadi, Madame Fourant, Monsieur Maître, Madame Lahari est absente, a donné procuration à Madame Brochard, Monsieur Coyac, Monsieur Vidou est absent, a donné procuration à Madame Meurin, Madame Maury a donné procuration, est absente, donc a donné procuration à Madame Dauvilliers, Monsieur Delavictoire, Madame Dauvilliers, Monsieur Dauvilliers, Monsieur Tessier, Monsieur Cholet, Madame Rigbosch est absente, a donné procuration à Monsieur Dauvilliers, Monsieur André Lebègue a donné procuration, donc absent, a donné procuration à Monsieur Cholet, Monsieur Colombo, Madame Boniface, Madame Elfadi a donné, donc absente, a donné procuration à Monsieur Tessier, Monsieur Aguerre et Madame Malada. Merci. Donc je vous fais suivre la feuille de présence pour signature, s'il vous plaît. Alors, nomination du secrétaire de séance, c'est Madame. Je propose de nommer Madame Evelyne Dauvilliers. Pas d'objection, je vous remercie. Alors, quelques communications. Bon, une première communication, je vous informe donc que le permis de construire de l'école située sur le site du Château Feydeau a été déposé la semaine dernière. Donc à ce stade, le planning d'avancement de ce projet est respecté. Je vais passer la parole d'abord à Madame Corinne Lesbat pour une communication sur le 14 juillet. Alors comme l'année dernière, j'allais dire comme tous les ans, mais malheureusement on a eu une année où ça n'a pas eu lieu. Donc il y aura bien sûr le feu d'artifice, bien sûr si les conditions météo le permettent, donc dans le parc de la mairie. Au préalable, à partir de 19h30, les associations seront installées place du centre-bourg pour la partie restauration. À 20h, il y aura un groupe de musique qui s'appelle So Calypso, qui est un report en fait d'un groupe qui devait venir pour la fête de la musique. Et vous savez que pour des questions de température très élevée, on a dû annuler cette manifestation. Et donc on a pu reproposer à ce groupe de venir. Alors, So Calypso, c'est de la musique, on va dire, des Caraïbes. Ils jouent sur des instruments qu'on appelle des steel drums. Je ne connaissais pas le terme. Ils jouent en fait sur des barils, ils récupèrent des barils de pétrole et ça fait une musique très joyeuse. 21h, un autre groupe, c'est Ces années-là. Donc, c'est de la musique, justement, ces années-là. Voilà. Un peu rétro. À 23h, il y a le feu d'artifice. 23h30, de nouveau, le groupe de musique ces années-là, jusqu'à, on va dire, minuit 30. Voilà. Merci. Une communication de Madame Brochard maintenant. Oui, bonjour. Je voulais vous rappeler les nombreux événements qui ont eu lieu, parce qu'on a eu beaucoup de manifestations sportives, des assemblées générales, des remises de récompenses, des spectacles ou des fêtes de fin d'année scolaire. Fin mai, il y a eu la journée des pitchouns pour le hand. Le 20 et 21 juin, il y a eu les journées olympiques et paralympiques organisées par Olivier Dulaurent et moi-même, et qui se sont déroulées ainsi. 2 journées avec les élèves de CM2 sur des activités sportives, sport-co et courses d'orientation. Les formateurs faisaient partie du stage de formation d'éducateurs sportifs. Le 25 juin, toujours dans ces journées olympiques et paralympiques, il y a eu donc un match hand, donc avec des handicapés et des valides le matin. Et à 15h30, un match de hand avec 2 équipes de Saint-Loubès. La fête de la musique a été annulée, donc on le sait par la préfecture, mais le Pied Dansant a pu quand même, qui est une association d'articles, a pu faire une démonstration au Cuvier par la suite. Le 6 juillet, nous aurons la remise des médailles à des basketteuses à la mairie, donc ceux qui veulent venir avec plaisir.
Le comité des fêtes a réussi sa dernière soirée à Bétail, samedi, après un marché nocturne qui avait aussi très bien réussi. Il y a 45 associations référencées qui reçoivent des subventions sur Artigues. Je rappelle que les enfants peuvent bénéficier du chèque-carte, qui aide pour la cotisation à un sport et qui seront disponibles au Forum des associations. Il existe aussi une aide de l'État de 50 €, qui est une allocation de rentrée sportive pour les jeunes de 6 à 18 ans bénéficiant de l'allocation de rentrée scolaire. Donc ça doit vraiment aider les familles pour que les jeunes s'inscrivent au sport. Le Forum des associations aura lieu le samedi 10 septembre. Je voulais rappeler qu'il se passe beaucoup d'événements sportifs ou culturels et quelquefois on entend qu'il ne se passe rien à Artigues. Donc il faut penser à regarder, consulter plusieurs fois l'agenda qui note tous les spectacles, les panneaux lumineux et le Facebook de la mairie qui rappelle tout ce qu'il se passe dans notre ville. Voilà. Merci. Merci de ce rappel, de ces précisions, de ces informations, Madame Brochard. Maintenant, quelques informations de Monsieur Thierry Verdon sur l'espace public. Merci Monsieur le maire, bonjour à tous. Des travaux allées de Gascogne. Les travaux d'éclairage public sont prévus le 11 juillet et finiront le 22 juillet. Et après, en suivant, le début des travaux de voirie vont être en route barrée qui démarre à partir du 8 août jusque pendant une durée de 3 mois. Donc c'est une allée qui sera uniquement dédiée pour accéder aux sociétés qui se situent en bout de cette rue. Voilà. Par contre, le terrain de bicross et de pétanque ne sera accessible uniquement qu'à pied, et non pas en voiture. Premier point. Second point, vous avez peut-être vu que l'étang du golfe a été enlevé de ces algues. Depuis très longtemps, des algues ont proliféré parce que la fameuse petite source qui était sur le golfe était pas reliée au lac, donc ça a proliféré les algues. Donc c'est chose faite et la source et les algues. Voilà pour l'information. Troisième point, au sujet de l'éclairage public, vous savez qu'on a signé avec le SDEG pour des candélabres en LED. Donc les premiers travaux vont commencer le 11 juillet et finiront une première partie le 7 septembre. Une autre partie, alors ça c'est pour les postes des luminaires routiers. En seconde partie, à partir du 9 septembre, le 7 septembre, pardon, il va y avoir les postes de luminaires résidentiels et qui finiront à peu près au mois de décembre, en gros. Et en suivant, entre la mise en service et la pose, tout cela sera fini le 4 avril 2023. Voilà, avec la réception des luminaires et toute... voilà. Merci. Merci, Monsieur Verdon. Nous allons donc passer au point suivant qui concerne donc l'approbation du procès-verbal du précédent conseil du 30 mai 2022. Y a-t-il des questions sur ce procès-verbal? Non, je n'en vois pas. Écoutez, je vous propose de le mettre au vote. Donc, oui, de le mettre au vote, pardon. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Donc, à l'unanimité, c'est adopté. Je vous en remercie. Et je vous fais passer d'ailleurs la feuille de signature de ce procès-verbal. Alors, nous allons passer maintenant aux délibérations. Avant de passer la parole à Monsieur Lureau, donc sur la première délibération qui concerne la réalisation d'une halle de marché à toiture photovoltaïque. Je voulais juste préciser un petit peu le contexte, et notamment le contexte général avec l'accélération du besoin en énergie propre dans notre pays. Donc c'était pour nous une opportunité d'obtenir un financement aussi de la mise en place par Bordeaux Métropole de la partie toiture photovoltaïque sur ce secteur, qui est d'ailleurs un secteur qui est de propriété Bordeaux Métropole, une emprise métropolitaine, tout en conservant donc une qualité architecturale intéressante sur ce projet. Donc cette halle, elle était prévue dans notre programme.
électorale. Et donc elle sera bien positionnée là où elle était prévue, donc sur le parking qui est face aux écoles, qui restera, qui sera donc une zone, une halle de marché, mais qui restera en semaine un parking qui sera donc couvert, voilà, hors des périodes et qui pourra servir bien sûr à d'autres manifestations publiques. Voilà, je passe la parole à Monsieur Lureau pour la délibération en elle-même. Donc la délibération consiste en la signature d'une convention relative au versement d'une offre de concours pour la réalisation de ces travaux. Donc, comme Monsieur le maire vient de l'évoquer, en fait, ce sont deux objectifs concomitants qui se rejoignent. La volonté de Bordeaux Métropole de créer des systèmes de production d'électricité photovoltaïque sur des terrains déjà artificialisés, et notre volonté, depuis longtemps exprimée, de créer une halle de marché. Donc le projet globalement, en quelques chiffres, que vous ayez les ordres de grandeur, sans vous abreuver de trop de données chiffrées, la halle ferait environ 1200-1250 mètres carrés pour une surface de panneaux voltaïques de 970 mètres carrés. Vous verrez que dans la convention, nous avons préparé une puissance crête comprise entre 100 et 250 kW crête. On est aujourd'hui aux alentours de 190 kW crête, c'est-à-dire à peu près à mi-chemin entre ces deux chiffres. Le kilowatt crête, c'est la puissance maximum que sont capables de fournir les panneaux photovoltaïques s'ils étaient dans une condition idéale en permanence, ce qui évidemment n'est pas le cas. La puissance totale, la capacité de puissance d'énergie sera de l'ordre de 225 000 kWh par an sur les panneaux qui seront posés sur la halle, pour estimer à peu près un foyer standard de 2 personnes qui est entièrement à l'électricité, c'est-à-dire chauffage électrique, ballon d'eau chaude et consommation électrique, consomme environ 7500 kWh par an pour 2 personnes. Donc en produisant 225 000, c'est l'équivalent d'un peu plus de 30 foyers artiguais qui sont compensés par la production d'électricité sur la halle. Donc c'est quand même très très significatif. Voilà pour les grands chiffres, je ne vais pas vous abreuver d'autres chiffres. Le coût global estimé est de l'ordre de 500 KE, 500 000 euros, avec une participation de la ville à hauteur de 60%, que nous avons souhaité caper dans cette proposition d'offre de concours à plus 20%, donc limiter la participation de la ville à 360 KE, voilà, pour essayer aujourd'hui de se prémunir contre les évolutions des prix du marché qui, comme vous le savez, sont un peu difficiles à maîtriser à ce jour. En termes de planning, la première action, c'est de déposer un permis de construire. Comme je l'ai évoqué en commission, le permis sera déposé courant juillet. Nous avons vérifié aujourd'hui auprès des services de Bordeaux Métropole, ce bâtiment sera considéré comme un ERP, établissement en recevement du public. C'est-à-dire qu'il a un délai de traitement par les services de 5 mois et pas de 3. Donc il y a un délai total de traitement de ce permis de construire de 5 mois. Bon, ça ne remet pas en cause le projet, puisqu'on a d'autres actions à mener en parallèle. Bordeaux Métropole qui prend en sa charge le déplacement des arbres qui sont actuellement présents sur le site. Donc ces travaux se feront avant que le permis soit soldé, puisqu'il n'implique en rien le permis de construire. Et donc les travaux de déplacement des arbres sur la même parcelle, ils sont replantés un peu plus haut, seront réalisés, Thierry ne me démentira pas, entre novembre et décembre, ce qui est plutôt la bonne période pour transplanter les arbres si on veut avoir une chance qu'ils repoussent. Voilà globalement les grands chiffres et les grandes données du dossier. Tout ça donc pour signer la convention de partenariat avec Bordeaux Métropole. Voilà, Bordeaux Métropole assure globalement le traitement de toute la partie photovoltaïque et toute la maîtrise d'œuvre, et nous on prend en notre charge tout ce qui est de la structure, et surtout une structure embellie, puisque c'est pas une ombrière qu'on construit, c'est une halle photovoltaïque. Comme l'évoquait Monsieur le maire tout à l'heure, bien entendu, puisqu'on l'a entendu dans une certaine conversation, sans supprimer les places de parking. C'est-à-dire que les 28 places de parking actuellement présentes sont intégralement maintenues. On n'a pas ouvert les places de parking au-dessus de l'école à notre arrivée pour en enlever 30 2 ans après. Donc tout ça est maintenu. Donc c'est bien un parking dans la semaine avec des possibilités. Il y aura un bâtiment qui sera installé en dessous, on est en train de le définir exactement dans ses proportions, qui permettra d'accueillir le système technique de toute l'ombrière, puisqu'il faut quand même des systèmes électriques en dessous, et puis surtout des locaux qui seront destinés à différentes associations artiguaises, par exemple au comité des fêtes, pour y stocker du matériel et avoir accès en permanence à ce matériel de manière plus simple et plus aisée, en limite de marché, ce qui est plutôt une bonne chose. Voilà, globalement, si vous avez des questions, je vous écoute. Monsieur Dauvilliers. Oui. Oui, quelques petites questions au sujet de l'utilisation de cette future halle. Vous pouvez nous donner quelques détails, à part bien sûr le marché du samedi matin?
Le marché du samedi matin, le parking le reste de l'année, puisqu'encore une fois, ça, c'est pas supprimé. Maintenant, on peut imaginer les tas de manifestations qui se passent sous cette halle, puisqu'elle aura l'avantage à la fois d'être couverte, donc de nous protéger des intempéries l'hiver et nous protéger également du soleil trop cuisant, par exemple en cas de canicule l'été, en sachant que les panneaux photovoltaïques sont des panneaux un peu translucides qui permettent de laisser passer la lumière. Donc on n'est pas dans une zone d'ombre l'hiver, on est dans une zone qui accepte une partie de la lumière extérieure. Voilà. Elle servira également d'accueil. On a prévu d'y installer à terme peut-être des systèmes de repos pour les mamans et les papas qui accueillent ou qui attendent leurs enfants à la sortie de l'école et qui permettent d'échanger comme ça à l'abri, encore une fois, des intempéries et ou du soleil. Au niveau hauteur, la structure, elle va faire combien? La hauteur de la structure, Oui. 4,60 m au point le plus bas pour être conforme au gabarit routier et 6,20 m au point le plus haut, puisque la toiture est horizontale pour optimiser le niveau de performance des panneaux solaires. Et comme vous le savez parfaitement que le parking baisse, si on met 4,60 m au point haut, on est un peu plus haut au point... Enfin, c'est l'inverse, vous avez compris quoi. Au point bas, la structure est un peu plus haute. Voilà. Donc 4,60, on va voir un balayage des caméras au-dessus, là. Non, on va déplacer les caméras. Déplacer. L'objet, je l'ai déjà évoqué en commission, hein, M. Cholet est au courant. On va déplacer les caméras pour les ramener en dessous, parce qu'effectivement, filmer le dessus des panneaux solaires n'est pas d'un grand intérêt, si ce n'est de permettre à Bordeaux Métropole de savoir quand il faut venir les entretenir, mais ça, ils vont savoir tout seuls. Très bien. D'autres questions? Monsieur Colombo. Oui, des petites questions. Alors, déjà, excusez-nous, pour des raisons professionnelles, on n'a pas pu assister à la commission, donc on a quelques questions. Au début, vous avez signalé que Bordeaux Métropole voulait installer des panneaux photovoltaïques sur les zones qui sont déjà artificialisées. Et là, on apprend qu'il y aura quand même une artificialisation puisqu'il y a une zone qui est un espace vert. Pourquoi tu as... Oui. Continue. Ouais, non, mais j'ai rien dit pour l'instant de marrant, donc Voilà. je suis quand même surpris. Donc là-dessus, on voudrait quand même avoir la garantie que cet espace ne soit pas artificialisé pour rien et qu'il soit recréé ailleurs. Donc une garantie d'équivalence quelque part. Pourquoi pas sur la place du centre-bourg? Ça serait une bonne question. J'en ai d'autres, mais on va faire... On va répondre au fur et à mesure. Donc, à terme, ça peut l'être, ou effectivement, dans un premier temps, l'urgence, c'est de déplacer les arbres. Donc, c'est l'action qu'on a menée immédiatement. Maintenant, on est en train de réfléchir à recréer des espaces verts à terme. Pourquoi pas sur la place du Centre-Bourg? Il ne vous a pas échappé qu'il y a une autre délibération qui concerne également la place du Centre-Bourg juste après. Tout à fait, c'est pour ça que j'ai mis cette idée, mais c'est qu'une hypothèse. Mais en tout cas, ça serait quand même bien si c'est pas là, ça soit ailleurs, puisque artificialisation des sols, c'est pas forcément notre objectif premier. Donc voilà, même quelle que soit la taille de cet îlot-là, on est contre les îlots de chaleur et on est en plein centre-bourg et on connaît la carte des îlots de chaleur de la commune et on est en plein dans un îlot de chaleur. Donc c'est pas le but. Hein, donc voilà. Autre question, on voit, bon, déjà on apprend ce soir qu'il y aura le déplacement des arbres et pas le remplacement par d'autres arbres. Donc c'est la meilleure des solutions, c'est celle qu'on aurait souhaité puisque c'est des arbres qui ont une dizaine d'années, je crois. Donc voilà, remplacer par des arbres beaucoup plus jeunes, c'est compliqué. La phase de consultation, par contre, de Bordeaux Métropole sur les panneaux photovoltaïques, on voit que dans le cahier des charges, il y aura un critère de sélection sur la génération de panneaux. Et j'aimerais savoir quel sera le critère vraiment et quel impact, quelle notation aura ce critère, parce que c'est quand même primordial, puisqu'on en a déjà parlé lors d'une autre précédente séance. Il y a plusieurs générations de panneaux photovoltaïques, y compris sur l'empreinte carbone, et il ne s'agirait pas de mettre des panneaux photovoltaïques avec une empreinte carbone très élevée. Alors, comme j'ai déjà évoqué, comme je l'ai déjà dit, pour réduire l'empreinte carbone des panneaux photovoltaïques, nous avons imposé qu'ils viennent de France. Donc, ce sera des panneaux photovoltaïques produits en France. Donc, déjà, l'empreinte carbone, elle est déjà très favorable dans ce cadre-là. Concernant les lots de chaleur, bon, effectivement, là, je n'ai pas la réponse pour vous répondre où on pourrait positionner l'espace vert si on le déplaçait. Pour autant, le fait de mettre des panneaux photovoltaïques renvoie de la chaleur est plutôt favorable. Mais ça n'excuse pas le fait d'enlever une zone en espace vert, hein, j'en suis d'accord. Vous voyez qu'on vous a entendu avec le déplacement des arbres, donc on n'est pas... On y va complètement aux bonnes solutions. Pour autant, on est bien d'accord, hein, le fait de transplanter des arbres, ce n'est pas une garantie de reprise à 100%. Hein. S'il y avait des dégâts, on changerait un arbre pour deux. Mais bon, l'idéal, c'est quand même d'essayer effectivement de faire reprendre ceux-là qui ont déjà un peu d'ancienneté. Voilà. L'important, c'est d'essayer. Autre question, on s'aperçoit que la commune va financer 60% du projet, y compris le raccordement électrique. Mais par contre, la revente de l'électricité, c'est pour 100% pour Bordeaux Métropole.
qui paye 100% des panneaux photovoltaïques. Oui, mais Ça fait partie, ça Donc, fait de l'équilibre, ouais. Colombo. Nous, on voulait avoir une halle de marché. Globalement, la halle de marché, si on reprend cette convention, elle va coûter à la commune 360 000 €, ce qui est plutôt peu cher pour une halle de 1200 mètres carrés. Mais en même temps, si Bordeaux Métropole voulait installer des panneaux photovoltaïques, il faut quand même, quoi qu'il arrive, une ombrière et il aurait fallu qu'il la finance. Donc, Mais même ils n'auraient si pas nous, on installé améliore- de panneaux photovoltaïques sur la place telle qu'elle était là. Ils l'auraient installé sur un bâti existant, je ne sais pas où, mais pas ici. Ici, c'est la conjonction de deux souhaits. Le premier étant le nôtre, celui de créer une halle de marché et d'utiliser cette surface et donc cette couverture pour l'utiliser à terme de panneaux photovoltaïques. Mais c'est bien dans cet ordre-là que ça a été fait par l'inverse. Oui, on est d'accord, mais voilà, on est quand même étonné de voir que les coûts de raccordement de la halle photovoltaïque au réseau seront à la charge de la commune. Globalement, à la fin de l'opération, ça sera globalement du 50-50 entre la commune et Bordeaux Métropole, qui prend en charge également tous les frais de maîtrise d'œuvre qui apparaissent pas ici, mais qui sont très élevés. Voilà. Il me semble que le deal est intéressant, permet d'avoir une structure qui est performante, qui correspond à notre programme, à ce que nous avions proposé aux Artiguais, et pour un prix relativement raisonnable. C'est encore une fois 1200 mètres carrés à 360 000 €. C'est quand même pas très cher, ça fait 300 € du mètre carré. Ça fait pas cher la structure. Donc c'est plutôt bien négocié au global. Oui, Monsieur Cholet. je vous en prie. Merci, Monsieur le maire. Monsieur Lureau, je me suis rendu samedi sur le marché, j'ai discuté un peu avec les commerçants. Certains m'ont fait part du fait qu'ils n'étaient pas au courant du projet, donc c'est surprenant. Et puis il y a une inquiétude quand même qui émane, ils s'interrogent, est-ce qu'il y aura une augmentation du mètre linéaire en ce qui concerne l'allocation de l'espace? Voilà. Donc je me fais le relais des questions. Alors, qui ne sont pas au courant, je suis extrêmement surpris. Je vous rappelle que c'est dans notre programme pour l'avoir moi-même distribué à la porte du marché pendant plusieurs semaines. J'ai des doutes sur le fait qu'ils ne soient pas au courant. Moi, je vous remonte le fait que je pense qu'ils sont au courant et qu'en plus, on en a déjà parlé et que même plus que ça, puisqu'on l'a déjà testé, avant Noël, on a testé le marché de l'autre côté. Et donc, on leur a expliqué que dans le cadre de la positionnement de la halle de marché, petit à petit, à terme, le marché se ferait de cette manière-là. Donc, non seulement ils sont au courant, on leur a dit, mais ils l'ont testé eux-mêmes. Donc, je suis un peu surpris du commentaire. Voilà. C'est juste une question. Non, mais je vous réponds. Et en ce qui Là, concerne donc, l'augmentation du mètre linéaire, parce qu'il y a aussi une inquiétude. L'augmentation de quoi? Du prix du mètre linéaire? Oui, oui, par rapport à Non, l'augmentation pas de de l'espace. raison d'augmenter le prix du mètre linéaire. D'accord. Ok. C'est pas J'ai- l'objectif. L'objectif, c'est de créer une halle de marché, de créer du confort pour les Artiguais et pour les commerçants. Créer une zone de vie. Ça fait partie aussi de l'idée de redynamisation du centre-bourg, qui est une idée globale avec un projet de résidence senior, donc on a déjà évoqué. Donc tout le centre-bourg va revivre, aussi un petit peu grâce à ça. Et l'objet, c'est pas de gagner. Parce que quand bien même j'augmenterais le prix du mètre linéaire de 2 €, j'aurais ramené 300 € à la commune à la fin de l'année. Ça paraît pas très significatif. Hein. Donc non, c'est pas l'objectif. Je vous avais posé la question également en commission sur l'installation de bornes électriques, vous vous souvenez? Oui. Vous m'avez dit que vous étiez dans... C'était acté. Alors, je ne sais plus trop. Est-ce Le, qu'il y en a le une- principe de mettre des BRVE en dessous, donc des bornes de recharge de véhicules électriques, Ouais. c'est un principe que j'approuve. Oui. Aujourd'hui, elles ne sont pas prévues dans le marché d'origine tel qu'il est présenté ici. Elles sont en général portées par des promoteurs privés, donc des systèmes qui gèrent des bornes, des systèmes de recharge. Je n'ai pas aujourd'hui engagé la discussion, mais ce n'est pas trop tard. C'est dans les tuyaux parce que C'est dans les tuyaux, oui, c'est quelque Ouais, chose qu'on veut ok. faire. Alors, soit directement avec Bordeaux Métropole, puisqu'il y a des bornes qui existent, qui sont pilotées par Bordeaux Métropole, Oui. soit avec un opérateur privé qui viendra payer les mises en place des bornes et qui gérera les bornes derrière. Alors, il y a une difficulté avec les BRVE dans une zone comme celle-là, c'est l'effet ventouse, avec des voitures qui vont être connectées le vendredi soir et qu'il faudra déconnecter le samedi matin pour faire le marché. Donc, il faut aussi faire très attention. Voilà, donc faut... Oui, sur le principe, à regarder de près là où on les met et comment on les met. Voilà. Ok. Je rebondis sur cette question. Pardon, monsieur Colombo, Pardon. je voulais juste faire, je vous Pardon. redonne la parole juste après, je voulais juste faire un petit commentaire, mais je vous donnerai la parole, sur le fait que peut-être que de nouveaux commerçants, puisque le marché s'agrandit, je ne veux pas dire de jour en jour, mais il a tendance à s'agrandir, donc peut-être que de nouveaux commerçants n'avaient effectivement pas l'information, donc ça on pourra la refaire passer et on recommuniquera à partir au prochain conseil municipal en tout cas, avec des images de cette halle. Là, on n'avait pas tous les éléments, tous les visuels qui pouvaient être intéressants. Donc, on vous donnera tout ça. On présentera en tout cas ces visuels à partir donc au conseil qui devrait se tenir fin septembre. Et j'en profite aussi pour saluer la forte activité aussi du comité des fêtes qui est régulièrement sur cette place de marché et qui participe aussi au dynamisme de ce marché. Et donc, qui sera transféré sous la halle. Monsieur Colombo. Oui, merci, monsieur le maire. Je voulais rebondir sur l'histoire des places et des bornes électriques, parce qu'en fait,
Est-ce qu'on a réfléchi sur la transition, sur la logistique qu'on va avoir pour pouvoir libérer les places le samedi matin, pour pouvoir justement mettre en place le marché, puisque vous savez qu'on a quand même des difficultés avec ce parking qui est utilisé par des riverains qui ne bénéficient pas de places de parking souterraines, puisque à cause des tarifs, bon, c'est un vieux débat. Mais en attendant, ils y sont le week-end aussi, donc il faut savoir comment on va faire pour Comment faire? Prendre un arrêté, mettre une signalétique, ça commence par là. Après, évidemment que les premiers samedis, évidemment, il y aura sûrement quelques difficultés les premiers samedis matins. Voilà, il ne faut pas se cacher, comme toute modification du fonctionnement et des habitudes dans un centre-bourg, il va falloir un peu de temps pour que ça infuse. Voilà, pas... Oui, je voudrais compléter par le fait que ça va quand même se voir, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas simplement un panneau, c'est-à-dire qu'il y aura une période de travaux aussi, avec une vague, une communication. Donc, bon. D'accord, il y a un Mais peu de sens effectivement, interdit, le mais quand même, on l'a déjà, quand on l'a fait au mois de décembre, je crois que c'était 2021, on a eu un ou deux véhicules, hein, je crois. Je sais pas, Monsieur Verdon peut compléter, je pense. Mais... Oui, c'est ça, oui, il y a eu 2 véhicules, les gens sont arrivés aussitôt. Voilà. Mais au fur et à mesure, je pense que les véhicules ne reviendront pas. Il y aura des barrières avec des arrêtés devant, etc. Et après, s'il y a des véhicules qui ne veulent pas sortir, ça sera la fourrière, hein, comme toutes les villes qui font. Enfin, Senon, Lormont font pareil, hein, sur leur marché. Voilà. Voilà. Mais bon, on aura une communication en amont pour faire en sorte que... Voilà. Je vous propose peut-être la dernière question. Enfin, je ne veux pas ça que je veux écourter les débats absolument, mais Monsieur Tessier, je vous en prie. Juste une question très rapidement. En termes de sécurité, on sait que souvent les halles de marché sont squattées, alors le soir, la nuit, relativement tard. Est-ce que vous aurez un système de lumière automatique? Enfin, qu'est-ce qui est prévu par rapport à ça? Alors, je ne sais pas s'ils sont automatiques, mais on a prévu un système d'éclairage en dessous, oui, sous la halle, à voir s'il sera sur horloge ou automatique, j'en sais rien, ça c'est à caler. Les CCTP, les descriptifs de toutes ces installations sont en train de s'écrire, hein, le PC encore une fois est en cours de dépose, et je rappelle que les caméras seront déplacées pour être positionnées sous la halle. Donc on y verra quand même quelque chose. Voilà. Après, moi, je souhaite en faire un lieu de convivialité. Il ne faut pas que ça devienne un lieu de non-droit. Voilà, donc on est d'accord. Mais s'il est éclairé et filmé, globalement, on peut penser que ça se passera bien. Voilà. En tout cas, j'ai l'optimisme de croire que ça se passera bien. Merci pour ces échanges. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote de cette délibération. La première. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Alors, je vais compter 6 abstentions. Donc, qui est pour? Je vous demande de lever la main. Donc, ça va faire 23. Je vous remercie. Donc, la délibération est adoptée à la majorité. Délibération suivante, donc la numéro 54, rétrocession de la place du Monsieur Lureau. Donc c'est ce que j'évoquais là à l'instant, donc avec la rétrocession de la place, mais pas que de la place. Cela relève de la MAPTAM, alors qui est un nom, un barbarisme impossible, modernisation de l'action publique territoriale, affirmation des métropoles. Globalement, le fait que les métropoles acquièrent en pleine propriété les zones de circulation et de stationnement qu'elles vont gérer. Donc tout ça avait été défini bien en amont, puisque c'est la CLECT, encore un logo qui ne veut pas dire grand-chose, Commission locale d'évaluation des charges transférées. Tout ça a été déjà défini en 2017, validé par Bordeaux Métropole en 2018, reposté chez Bordeaux Métropole en 2019. Donc nous validons tout ça ce soir, mais ce ne sont que des validations. L'allée de bétail, bon, tout le monde connaît, c'est l'allée qui mène à la médiathèque et le petit parcours qui va autour. L'allée de Gascogne, qui a été évoquée tout à l'heure par Thierry Verdon, c'est l'allée qui va entre Intermarché et le terrain de boule, qui va être configurée cet été. Bon, la place du parc, je ne fais pas l'affront de vous demander où c'est, tout le monde le sait. Et la jonction Blaise Pascal, boulevard des Oiseaux, c'est la jonction entre le boulevard des Oiseaux et la zone industrielle qui est le long de la rocade tout à fait en haut. Voilà donc les zones qui sont concernées. Ce n'est simplement qu'une régularisation de transfert en pleine propriété de ces zones à Bordeaux Métropole, qui les entretient, qui les exploite déjà. Évidemment, le transfert se fait à titre gratuit. Rien n'est vendu par la ville à Bordeaux Métropole prenant en charge les frais de notaire et d'inscription de ces nouvelles propriétés. Voilà. Oui, juste avant de passer aux questions, une précision. Donc, sur la jonction Blaise Pascal, boulevard des Oiseaux, nous avons aussi en projet de la transformer ou de l'améliorer, de la rendre plus praticable pour les piétons et vélos. Donc, un système de voie verte. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Non, pas de questions. Je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Personne.
Qui s'abstient? Personne. Donc à l'unanimité, merci, la délibération est adoptée. Donc délibération numéro 55 concernant le cahier des charges du Grand Tressan. Alors, c'est la mise en concordance du cahier des charges du lotissement du Grand Tressan qui est pour son énorme partie sur l'Ormont, mais qui est un tout petit bout sur Artigues. Globalement, pour vous faire une idée, le lotissement du Grand Tressan, c'est 400 lots, il y en a 25 sur Artigues. Bon, il y en a un bout sur Artigues, donc il fallait qu'on soit intéressé. On avait déjà évoqué ce sujet-là lors d'une délibération précédente il y a environ un an, qui autorisait M. le maire à lancer une enquête publique sur ce sujet, qui est en fait qui vient d'un conflit entre deux voisins où les règlements de lotissement n'étaient pas exactement conformes au PLU et des permis de construire pour un garage, voilà, tout simplement, ont été accordés par Bordeaux Métropole et par la ville de Lormont conformément au PLU, et un voisin l'a attaqué au tribunal d'instance puisque non conforme au règlement de lotissement. Donc, pour se prémunir de ces problèmes qui sont purement administratifs, il y a une mise en concordance qui a été faite des deux documents, donc la mise en conformité du règlement de lotissement avec le PLU. Une enquête publique a eu lieu. Il ne se présentait aucun Artiguais et aucun Lormontais en lien avec le sujet. Il y a deux Lormontais qui sont venus, mais sur des sujets qui n'ont rien à voir avec le traitement de ce dossier-là. Bon, c'est pas totalement normal. Le lotissement du Grand Tressan, c'est pas un lotissement à construire, c'est un lotissement qui est construit depuis 30 ans. Les gens sont là, sont installés, sont plus très intéressés par cette modif qui aura à peu près zéro impact sur leur vie quotidienne. Voilà, donc c'est simplement la validation de ce sujet. Oui. Si vous avez des questions. Non, pas de questions. Bien, écoutez, je propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Pas plus. À l'unanimité, la délibération est adoptée. Je vous en remercie. Alors, nous passons à la délibération 56 qui concerne la mise à jour du tableau des effectifs. Donc, cette mise à jour concerne essentiellement le fait que 4 agents sont promouvables et donc il faut supprimer les postes dans lesquels ils sont et créer le poste du grade supérieur pour permettre leur promotion en interne. Voilà. Y a-t-il des questions particulières, sachant que l'effectif baisse actuellement, va passer de 140 à 139 effectifs, puisque nous avons aussi un départ en retraite dans le domaine technique qui n'est pas remplacé pour le moment. Il n'y a pas de questions. Écoutez, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Eh bien, à l'unanimité, la délibération 56 est adoptée. Je vous en remercie. Délibération 57, elle concerne la mise en place du télétravail au sein de la collectivité. Donc, nous avons présenté cette mise en place donc, du télétravail à la collectivité. Elle fait suite à l'accord du 13 juillet 2021 entre le ministère de la Transformation, de la fonction publique et les organisations syndicales nationales. La seule différence, c'est que cet accord il a été présenté donc, en comité technique du 11 mars 2022 et il exclut simplement la mise en œuvre de l'allocation d'une indemnité forfaitaire. Et d'après l'étude qui a été réalisée sur 19 autres communes de l'agglomération bordelaise, 50% des collectivités ont fait ce choix de ne pas attribuer l'indemnité forfaitaire. Voilà. Avez-vous des questions? Monsieur Colombo. Oui, je suis très étonné de la suppression de cette indemnité, justement, de télétravail qui est prévue dans les textes. Donc, pour quelles raisons on ne la loue pas aux salariés, enfin aux agents? Alors, c'est simplement des raisons économiques, financières. La commune n'a pas des budgets illimités. D'autre part, les agents sont libres ou pas de faire le choix d'utiliser cette option du télétravail. Donc, en général, selon la distance à laquelle les gens habitent de la commune, et compte tenu notamment de l'augmentation du prix des carburants, pour les gens qui viennent d'assez loin, ils ont déjà un gain économique assez important sur le fait d'être en télétravail. Donc aujourd'hui, on n'a pas jugé que la commune pouvait se permettre d'aller vers cette modalité-là, pour l'instant. Si je peux me permettre, la commune aussi va faire quand même des économies, parce que des agents qui ne sont pas au travail, ils économisent. On économise aussi sur l'éclairage, sur l'eau, sur pas mal de choses. Par contre, les agents qui vont être en télétravail, eux, vont utiliser le courant, l'eau, le chauffage chez eux pour le faire, même si c'est leur volonté.
c'est une volonté, mais après, c'est prévu par les textes, sans passer, je pense qu'ils vont se passer aussi de la prime mobilité, puisqu'ils ne seront pas mobiles. Donc je pense qu'il y a un transfert d'économie qui pourrait quand même se faire, surtout que c'est prévu avec un plafonnement à 220 € par an. Donc ce n'est pas non plus une prime qui va mettre à mal les finances de la commune, sachant qu'elle va quand même faire des économies par ailleurs. Donc je pense que il y a beaucoup de communes aux alentours qui l'ont mis en place. La métropole elle-même l'a mise en place, cette prime. La ville de Senon, Floirac. Voilà, je trouve que c'est un bon signal aussi pour les agents de pouvoir aussi mettre une indemnité qui est prévue dans le privé comme dans le public. Elle est obligatoire pour tout ce qui est hospitalier, pour les fonctionnaires d'État. Elle est malheureusement pas obligatoire pour les territoriaux, mais c'est pas parce qu'elle n'est pas obligatoire qu'il faut s'en passer. Je pense qu'un euro, c'est 1 € pour les agents, et je pense que ça serait une bonne chose. Oui, donc 220 € par an, si les 150 agents de la collectivité s'y mettent, on est quand même autour de plus de 30 000 €. Donc voilà, c'est une somme qui n'est pas négligeable, et on aura à reparler, je pense, dans les mois à venir des finances de la commune et des charges qui vont peser de manière exponentielle, notamment avec les augmentations de l'énergie. Je suis d'accord avec vous, monsieur le maire. Mais c'est notre une prix position, maximum. Hein, j'entends votre avis, mais... C'est le prix maximum. Ils ne vont pas avoir 220 € systématiquement. Ça dépend du nombre de jours de télétravail qu'ils vont faire, mais c'est le plafond. C'est un plafond. C'est 30 000 € par an, sans compter quand même les économies que la commune va faire aussi, puisque les agents qui ne sont pas sur place, forcément, dépenseront moins de fluide aussi dans les bâtiments. L'ordre de grande... Si vous avez terminé, l'ordre de grandeur de ce qui nous est annoncé, et je vais être amené à le répéter plusieurs fois dans l'année probablement, de l'augmentation des coûts de l'énergie sur plusieurs communes, on est à plus 100% sur l'électricité et 95% sur le gaz. Nos dépenses, c'est environ 400 000 € par an. Si on doit doubler et trouver 400 000 €, ça va être très très compliqué. Voilà, donc aujourd'hui, j'estime qu'il faut prendre un certain nombre de mesures pour limiter nos dépenses quand on peut le faire. Aujourd'hui, ça, c'est une des mesures, et j'évite d'ouvrir les vannes trop grands sur un certain nombre d'éléments, et puis on parlera du point d'indice un peu plus tard, peut-être aussi l'augmentation du point d'indice dans la fonction publique. Mais j'ai bien entendu votre position. Monsieur Cholet, je vous en prie. Oui, j'ai oublié de vous poser la question en commission, monsieur le maire, parce qu'elle m'avait échappé. Est-ce qu'on a idée déjà du nombre d'agents qui sont volontaires, et au-delà de tout ça, est-ce qu'on a anticipé la notion de coût? Parce que quand ils vont se déplacer, ils vont travailler à domicile, ils ne se déplacent plus. On leur prête l'outil informatique. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui est prévu en amont? Oui, sur l'outil informatique, effectivement, la plupart des postes maintenant ont été transformés au fur et à mesure, mais sous l'impulsion de la crise Covid, en des postes qui sont des postes de petite dimension. Je ne connais plus le terme technique, mais il y a un terme technique sur ces postes-là, donc ils sont transposables chez eux. Donc de ce côté-là, ils n'ont pas à mettre à disposition leur matériel informatique. D'accord, donc ils n'utilisent pas leur matériel, mais c'est un investissement qui était prévu en amont quand vous avez... C'est au cours des renouvellements des postes, simplement au lieu de prendre des postes plus standards, c'est des postes qui ont été faits au fur et à mesure. Je crois que ça avait été lancé, à mon avis, rapidement dès les premières années, dès la première crise Covid, en fait, puisqu'assez rapidement, il a fallu passer au télétravail. Donc, c'est quelque chose que l'on a. Oui, donc ils ont déjà été achetés et provisionnés. Voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de dépenses supplémentaires importantes pour la commune. Et on a aidé du nombre de volontaires, monsieur le maire, dans l'équipe? C'est une bonne question. Je ne sais pas si... 30, voilà. Une trentaine? Une trentaine. D'accord, merci. Bien, on a entendu vos positions. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? 2 voix. Qui s'abstient? Personne. Donc, qui est pour? Je vais vous demander de lever la main pour comptabiliser. Donc, ça va faire 27. Donc, à la majorité, la délibération 57 est adoptée. Je vous en remercie. Délibération 58, donc elle concerne la modification du régime indemnitaire de la fonction publique, donc le RIFSEP. Donc elle concerne ici la modification de la clause numéro 5, simplement parce que dans la délibération, il s'agit de rectifier un petit peu la délibération qui avait été prise en février 2019, qui n'incluait pas le fait que lorsque les agents étaient en temps partiel thérapeutique, ils pouvaient on pouvait leur maintenir et leur verser de manière régulière l'attribution de l'indemnité qui est l'indemnité dite IFSE.
Donc aujourd'hui, on a un peu plus d'agents, on va dire, qui se retrouvent en temps partiel thérapeutique. Il y a aussi un assouplissement de cette procédure. Donc il nous a semblé juste de pouvoir rétablir, quand les agents étaient en temps partiel thérapeutique, le versement de cette IFSE. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Écoutez, je vous propose de passer au vote. Donc qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. À l'unanimité, cette délibération est adoptée. Je vous en remercie. La délibération maintenant numéro 59, qui instaure l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires. Alors c'est une délibération purement de régularisation, puisque la trésorerie, ça arrive de temps en temps, estime que la loi n'est pas suffisante, quand on appliquait la loi dans ce cadre-là, et nous demande de passer une délibération qui reformalise les éléments qui sont dans la loi. Donc dans ce cas-là, on applique simplement la loi, mais nous avons décrit dans cette délibération la manière dont est instaurée cette indemnité pour travaux supplémentaires. Nous avons listé l'ensemble des cadres d'emploi et non pas les postes un par un pour éviter de repasser une délibération à chaque fois qu'on aurait un poste qui évoluerait. Y a-t-il des questions? Non, pas de questions. Donc nous passons au vote. Donc qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. À l'unanimité, la délibération est adoptée. Je vous en remercie. Délibération 60, elle concerne les cadeaux de fin d'année pour les enfants du personnel. Nous proposons de reconduire la démarche qui avait été entreprise en 2021, qui avait eu un certain succès, et donc de retravailler avec la plateforme Je Jouetique, qui propose des jouets, comme son nom l'indique, avec une démarche éco-responsable et éthique, et avec le même montant, donc une majoration de 25 € pour le prix le plus onéreux. Donc 25 €, donc un chèque cadeau de 25 € pour chaque enfant des personnels. Avez-vous des questions? Non, pas de questions. Écoutez, je vous propose de passer au vote. Donc qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. À l'unanimité, la délibération 60 est adoptée. Et donc je vais passer la parole à Madame Catherine Brochard pour la délibération numéro 61. Alors, ça concerne le chèque carte. Je vous rappelle que le chèque carte, c'est 20 € et le dojo Artigues en a 5, donc ça fait 100 €. Le handball en a 7, ça fait 140 €. Les pongistes en ont 4, ça fait 80 €. Tennis club d'Artigues, 12, donc ça fait 240 €. Et enfin, l'Artigues basket club, 5 coupons, donc ça fait 100 €. Donc, on demande d'autoriser le remboursement des sommes indiquées. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Monsieur Tessier. J'ai une question qui va concerner la SJA. Je pense que vous savez que la SJA a fusionné avec 6 autres communes de la Rive-Droite pour créer un nouveau club, donc qui, je crois, s'appelle le Football Club Rive-Droite, enfin quelque chose dans ce style. Dont le siège ne sera plus sur Artigues. Donc j'aimerais savoir comment ça va se passer au niveau des chèques cartes et au niveau de la subvention pour le club qui aujourd'hui a plus de 200 adhérents, je crois que c'est 205, 210 dans ces eaux-là, de la commune. Je pense qu'en ce qui concerne le chèque carte, ce sera accordé aux Artiguais, aux enfants Artiguais. En ce qui concerne la subvention, il faut quand même qu'on voit ce qu'apportent les autres communes. Donc, on n'a pas décidé du montant, mais je pense que la subvention sera calculée comme les autres années. Donc, vous y engagez? C'est une question, effectivement, qu'il faut établir et discuter avec les responsables du club, justement, sur cette question-là, sur la manière dont on prend en compte le fait que les gens soient artiguais, puisque l'association n'est plus purement artiguaise, même si elle en est issue. Donc c'est une discussion que l'on doit avoir, en effet, assez rapidement avec les représentants, mais l'association a été formellement... les 3 clubs ont formellement fusionné il y a quelques semaines seulement, donc, mais c'est un sujet... Ce sera intéressant de les rencontrer, effectivement, pour voir un petit peu comment ils vont fonctionner. Oui, mais le chèque carte, je pense, ne bougera pas. Par contre, ce serait intéressant que vous leur disiez de se rapprocher vers nous. Enfin, que
que le club de foot se rapproche de nous afin qu'on ait rendez-vous avec les autres communes. Hein, Monsieur Dovillier, merci. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions sur cette délibération, je propose de la mettre au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Pas plus. À l'unanimité, la délibération 61 est adoptée. Je passe maintenant la parole à Madame Lesbat. Merci bien. Donc cette délibération, c'est une délibération qui est votée tous les ans. C'est une convention avec les lettres du monde. Je crois que ça doit faire une vingtaine d'années qu'on conventionne avec eux, à la hauteur de 800 €. Alors, bon, je rappelle quand même que c'est un moyen de faire connaître les écrivains, la littérature et les cultures étrangères. Et donc, cette année, on aura la visite d'un auteur qui s'appelle Michel Bonnefoy. Je ne me souviens plus de quelle nationalité il est. Il viendra le 26 novembre à la médiathèque. Je signale aussi que Lettres du Monde participe à d'autres manifestations, et pas plus tard que ce week-end dernier, il y avait des lectures théâtralisées qui étaient proposées dans différents sites de la métropole, et notamment à Artigues, dans un site un peu atypique qui était le cimetière intercommunal. Donc il y a eu une lecture La mort est une corvée, et c'est un auteur syrien, et c'était atypique et pas triste. Voilà pour cette convention, voilà, qui est une convention habituelle pour la médiathèque. Je signale, j'en profite pour dire que la médiathèque aura 20 ans cette année et que l'on fêtera ses 20 ans le 1er octobre. Merci. Y a-t-il des questions? Pas de questions, je n'en vois pas. Écoutez, nous passons au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Pas plus. À l'unanimité, la délibération est adoptée. Je vous en remercie. Délibération 63, Madame Lesbat. Toujours une convention donc avec musique de nuit diffusion, c'est-à-dire avec le Rocher Palmer. Ça aussi, c'est une habitude. Depuis l'année dernière, on avait en plus de 3 concerts, on avait aussi des médiations qui étaient proposées aux scolaires, à l'école élémentaire en particulier, avec aussi le cours FEDO, avec une masterclass, et ainsi que des siestes musicales qui ont lieu soit à médiathèque, mais qui peuvent aussi, en fonction du planning, avoir lieu ailleurs. Donc on aura 3 spectacles plutôt musique d'Amérique du Sud comme ambiance. Alors on connaît ou on ne connaît pas, ça sera en novembre, avril ou mai. C'est Antoine Boyer pour le mois de novembre, Michel Macias pour le mois d'avril et Ignacio Maria Gomez pour le mois de mai. Donc cette convention, elle est à un niveau de 12 000 €, qui est le tarif des années précédentes. Merci. Y a-t-il des questions sur cette convention, cette délibération, ou la convention d'ailleurs? Non, je n'en vois pas. Écoutez, nous passons au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. À l'unanimité, la délibération 63 est adoptée. Je vous en remercie. Délibération suivante, la 64, toujours Madame Lesbat. De nouveau une convention, donc avec le conservatoire de Bordeaux, Jacques Thibault. Là aussi, c'est une convention qui se répète, on va dire, tous les ans, mais avec aussi un changement cette année. Jusque-là, on avait un partenariat musical entre l'école de musique d'Artigues et le conservatoire de musique. Là, cette année, il y aura en fait 2 partenariats différents. Un toujours musical, avec un concert de musique de chambre avec en première partie nos élèves d'école FEDO, et aussi avec des échanges et rencontres avec un enseignant du TN, enfin de l'école, le conservatoire de Bordeaux, avec nos élèves. Et un deuxième spectacle, alors, au mois d'avril, ça sera une pièce de théâtre, c'est-à-dire que cette fois-ci, on associe la musique et le théâtre au niveau de ce partenariat avec Jacques Thibault. Voilà. Alors, même question. Y a-t-il des questions? Non plus. Écoutez, nous passons au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Pas plus. À l'unanimité, la délibération 64 est adoptée. Je vous en remercie. Et donc, délibération 65, Madame Lesbat. Alors là, c'est une modification du règlement intérieur de la régie Cour FEDO. Alors, elle concerne l'article 3.5. Alors, l'article 3.5, suite à parfois un nombre d'élèves peu nombreux, très peu nombreux, on va dire, sur certains cours,
On a préféré préciser un certain nombre de choses à ce niveau-là, c'est-à-dire que dans la mesure où dans le courant, jusqu'au mois d'octobre, mi-octobre, on va dire, on aurait moins de 5 élèves dans un cours, le cours ne serait pas maintenu. Donc les élèves qui auraient commencé mi-septembre, puisque les cours commencent après le forum, mi-septembre, et si ils sont 2 ou ils sont 3, les cours, on proposerait aux enfants une autre alternative de cours. Au-delà de 1 mois, les cours seront maintenus, même si en cours d'année, l'effectif diminue. Voilà, c'est la seule modification. Alors aussi autre chose, c'est une erreur certainement d'attention de ma part, c'est moi la responsable. Je vais vous demander une chose, c'est que normalement on aurait dû voter la reconduction des tarifs des écoles d'art qu'on avait modifié l'année dernière. D'ailleurs, je pourrais vous donner quelques précisions sur ce que ça a donné au niveau de notre population d'inscrits. Et normalement, on aurait dû revoter les tarifs. Donc, est-ce que vous acceptez que l'article 6.1, on le supprime? Cet article 6.1, c'est les tarifications sont révisées, donc là, elles ne le sont pas, et votées annuellement par le conseil municipal. Donc là, voilà, est-ce que vous acceptez que l'on supprime cet article? Oui, mais il n'y a pas le cas échéant. Ou alors, effectivement, on peut modifier la phrase si ce n'est pas la supprimer. Parce que si elles sont révisées, là, effectivement, il faut les revoter. Et le cas, voilà, peuvent être révisées et le cas échéant, être revotés par conseil municipal. Oui, M. Colombo. Oui, si on peut se permettre, effectivement, il faudrait peut-être le modifier en indiquant que si les tarifs sont révisés, ils entraîneront un vote en conseil municipal. Ça permettra de trouver le bon équilibre. Parce que là, tout à fait. La formulation exacte que l'on vous propose, c'est les tarifications peuvent être révisées et le cas échéant, elles seront revotées. Elles feront l'objet d'un vote en conseil municipal. Oui, je m'en excuse encore une fois, c'est une faute qui est entièrement responsable. Monsieur Tessier, oui. Oui, non, mais sur le principe, on est tout à fait d'accord. Du moment qu'on met peuvent être révisés et le cas échéant, voilà, on ne va pas rester 2 heures sur une simple ligne. Je pense que tout le monde sera d'accord. Voilà. Alors, je vous avais dit que je pouvais vous donner quelques petits renseignements si ça vous intéresse. Je ne voudrais pas monopoliser l'auditoire. Sur finalement une année avec ces nouveaux tarifs que nous avons travaillé tous ensemble l'année dernière de façon collégiale. Alors là, vous vous rappelez, bon, je vais le faire condensé quand même. Les grilles qui étaient proposées montraient que en fait c'était les tarifs 5 qui concentraient le plus grand nombre d'adhérents. Alors qu'il y avait des tarifs 2, 3 et 4 où il n'y avait pratiquement personne. La modification que nous avons faite donc l'année dernière a permis de déplacer en fait tous ces élèves qui étaient en tarif 7 puisque maintenant il n'y a plus que 5 tarifs, si j'exclus les hors communes bien sûr, on a pu les déplacer sur le tarif 3, 4 et 5. Donc on a une grille maintenant où on a un équilibre nettement meilleur. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'améliorera pas encore une autre fois, mais c'est déjà bien mieux que ce que ce n'était jusque-là. Voilà. Pour les tarifs. Bien. Y a-t-il d'autres questions ou interventions sur le sujet? Non. Eh bien, écoutez, nous passons au vote, si vous le voulez bien. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Eh bien, donc la délibération est adoptée à l'unanimité, en prenant en compte donc la modification, comme indiqué, de l'article 6.1 du règlement intérieur. Merci encore. Merci. Délibération numéro 66, Madame Lesbat. Bon, une 4e convention. Donc là, cette fois-ci, c'est avec l'association Les Étoiles en Chantier. C'est en fait les ateliers de théâtre d'improvisation qui sont renouvelés. Qui sont renouvelés avec aussi une amélioration, une augmentation des prestations. Alors, prestations auprès des enseignants. Alors, il y a les cours du mardi soir, effectivement,
qui ont lieu au sein de l'école FEDO. Et il y a un partenariat qui a démarré cette année avec des classes de CM2. Il y avait 3 classes de CM2. L'année prochaine, il y en aura 4. Donc on va étendre à une classe supplémentaire. Ça justifie d'ailleurs une augmentation en gros de 300 €, la somme qui est allouée à cette association, 5 550 €. Et il y a aussi une demande très forte des parents qui ont pu assister à un certain nombre de matchs d'improvisation, d'ateliers d'improvisation et qui sont très intéressés. Donc nous allons très certainement mettre en place des ateliers famille ou parents. On verra. Mais famille, ça fonctionne très très bien puisque on a déjà testé ça sous forme expérimentale et les parents sont enthousiastes autant que les enfants. Voilà. Merci. Y a-t-il des questions sur cette convention? Non, pas de questions. Nous passons au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Pas plus. À l'unanimité, la délibération est adoptée. Je vous en remercie. Délibération 67. Alors la 67, c'est le renouvellement partiel de la composition du conseil d'exploitation pour le cours FEDO. Donc on avait déjà annoncé la démission de Marina Biron le 30 mars 2022. Donc on avait déjà annoncé que c'était Marie-Josée Malada qui remplaçait Marina Biron. Et donc Marie-Josée Malada intègre donc le conseil d'exploitation, puisque Marina Biron en faisait partie. Voilà. Bien. Y a-t-il des questions sur cette proposition de délibération? Non, je n'en vois pas. Donc, nous passons au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Donc, à l'unanimité, la délibération est adoptée. Délibération 68. Madame Lesbat va changer de casquette et prendre celle de la transition écologique. Oui, c'est la dernière délibération. Donc, c'est pour fixer la redevance concernant le free floating. Alors, je vais faire une parenthèse quand même pour présenter ce que c'est que le free floating. Donc, c'est un accès libre en libre service de moyenne locomotion, mais sans borne ni attache. Ça concerne les scooters, les vélos électriques ou pas électriques et trottinettes. Alors, pour la petite histoire, dans les années 2016, ça a été mis en place, expérimenté sur Bordeaux, avec des avantages et des inconvénients. Suite à cette première étape, c'est la métropole qui a récupéré le projet. La métropole, alors c'est vrai que c'est quand même un moyen qui intéresse de plus en plus sa population parce que n'ayant pas d'attache, les sites étant plus nombreux, il est beaucoup plus facile de prendre un moyen de transport de ce style et ensuite le déposer sur un autre site dans une autre commune par exemple. Ce qu'il faut faire effectivement, c'est d'améliorer, supprimer les désagréments qui ont pu exister, c'est-à-dire les encombrements de trottoirs par exemple. Ou les zones trop importantes avec du stationnement trop dense dans certains endroits. Donc, ce qui a été fait, c'est d'élargir déjà la proposition à la métropole dans son intégralité. Il y a 24 communes sur les 28 qui ont accepté. Le nombre d'opérateurs est très important actuellement, ce qui n'est pas forcément facile. Donc, en fait, le maximum qui sera accepté, c'est 6 opérateurs. En gros, en moyenne, 2 opérateurs par ce qu'ils appellent par objet, c'est-à-dire par moyen de transport. Ensuite, le nombre d'engins va être multiplié par 2. Actuellement, il y en a 2500, il en est prévu environ 5000. Donc théoriquement, les 2500, c'est la quantité de moyens de transport sur Bordeaux, et les 2500 suivants seraient pour, théoriquement, la première couronne. Donc théoriquement, on n'est pas concerné. Mais en fait, les opérateurs sont intéressés quand même. Donc il n'est pas dit parce que c'est eux qui vont décider si on les intéresse ou si on ne les intéresse pas. Donc j'espère, je regarde si je n'ai pas oublié. Alors, si vous dire une chose, c'est que nous avions la possibilité de choisir les 3 moyens de transport ou d'en retirer certains.
on a préféré garder scooters et vélos et retirer les trottinettes. Suite à des témoignages, alors à la fois de pompiers, d'usagers, etc., sur la dangerosité on va dire, de ce moyen de transport. Bon, il y en a qui regrettent qu'il ne soit pas dans la liste. Certains ont choisi autre chose dans d'autres communes. La plupart des communes ont gardé les 3 propositions. Il faut savoir que de toute façon, l'engagement, il est pour une année. On va avoir avec l'opérateur ce qu'on appelle une AOT. Alors, je suis obligée de regarder pour ne pas me tromper. C'est une autorisation d'occupation temporaire. Et cette AOT est renouvelable tous les ans et on peut la modifier tous les ans. C'est-à-dire qu'on peut rajouter les trottinettes si on décide de rajouter les trottinettes. On pourra enlever les scooters. On pourra augmenter aussi le nombre d'emplacements. Alors, ce qui est à la charge de la commune, c'est de choisir les emplacements stratégiques. Et là aussi, c'est l'opérateur qui décidera si les emplacements l'intéressent ou non. Donc, on proposera, là aussi, dans un premier temps, 5 sites qui sont des endroits centraux de notre commune, fait d'eau. C'est une zone quand même relativement passante, avec différentes zones d'attraction. Le centre-bourg, c'est normal, il y a les écoles, et puis il y a aussi les commerces. L'Estrie, Bétail, et aussi le carrefour, je dis toujours Netto, excusez-moi, le poteau d'Ivrac, merci. Voilà. On n'aura jamais plus de 5, dis moins au début, 5 zones. Alors je sais que ce qui inquiète, et je pense que j'aurais eu des questions si je ne vous en parle pas tout de suite, c'est est-ce qu'on va retrouver des vélos n'importe où ? Non, puisque maintenant, les prestataires ont nettement amélioré la technique de ces engins, c'est-à-dire qu'il y a une géolocalisation qui est très très pointue, en haute définition, qui fait que, en fait, ils seront obligés de se positionner sur la zone qui aura été dévolue. Et si le vélo est mis ailleurs, eh bien le compteur il tourne et il continue à payer. Et les zones de stationnement que l'on doit choisir, c'est plutôt des zones de stationnement de voitures. Donc on doit par exemple, les zones qui sont intéressantes à utiliser, c'est les zones d'emplacement, de stationnement de voitures qui sont avant ou après un passage piéton par exemple. Et voilà, donc si la personne aussi s'en va sur une autre commune ou hors métropole, eh bien là aussi le compteur il continue à tourner. Et il y a aussi des contrôles de vitesse, c'est-à-dire que si on veut interdire, par exemple, dans certaines zones, une circulation au-delà de tant de kilomètres, l'appareil n'ira pas au-delà de cette vitesse-là. Voilà. Ça, c'est pour la présentation du free floating. Mais la délibération, elle a pour but de valider la redevance. Alors la redevance, l'opérateur... Alors pour le moment, ils sont 21 opérateurs à être volontaires. Et je vous dis, il n'y en aura en gros que 6 qui seront choisis. L'opérateur devra donner à la métropole, payer à la métropole 1% de son chiffre d'affaires. L'opérateur, par exemple, sur la commune, si on a 2 opérateurs, les 2 opérateurs, chacun de leur côté, devront donner 1% de leur chiffre d'affaires. Ils ne travailleront certainement pas que sur la nôtre commune, bien sûr, c'est l'ensemble de toutes les communes qui le concernera qui sera globalisé. Et ensuite, il devra payer 50 € par scooter placé, positionné, et 30 € pour les vélos et j'ai oublié, les trottinettes. Même si nous n'en avons pas, le prestataire, il aura peut-être des trottinettes sur une autre commune. Et ensuite... la métropole nous reversera cette redevance proportionnellement à la durée de stationnement des engins sur nos emplacements. C'est-à-dire qu'en fait, on payera c'est pas particulièrement simple, effectivement. Bon, j'espère vous avoir donné un maximum d'informations. Je vous écoute, Monsieur Chollet. Oui, merci Madame Nesbat. J'ai bien compris qu'on était en train de s'interroger les délibérations
sur cette notion pécuniaire, c'est-à-dire de rentabilité. Néanmoins, si vous la présentez ce soir, c'est que derrière, c'est quelque chose qui peut être opérationnel demain. Moi, je m'interroge... À l'automne. À l'automne, voilà, donc c'est-à-dire c'est demain. Au-delà de tout ça, ce qui ne serait pas opportun, parce que quand j'ai découvert les délibérations, j'ai farfouillé sur Internet, la plupart des villes aujourd'hui freinent des deux pieds. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des scooters qui sont dans la Garonne, on a des trottinettes qui sont jetées chez les particuliers, et je ne parle pas de grandes villes, je parle aussi de villes de taille moyenne, où aujourd'hui, moi, ce que je vous permettrais de vous préconiser, c'est peut-être de faire un test, parce que si on s'engage sur un an, et je me mets à la place des policiers municipaux, c'est-à-dire demain, s'il faut les récupérer chez les particuliers, les trottinettes, comme j'ai trouvé un scooter dans le bois Fédot qui avait été volé, on peut imaginer qu'on va en trouver tous les 4 matins. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est peut-être faire un essai dans l'immédiat. Après, vous disiez, Madame Lesbat, en amont, que dans votre discours, qu'il y avait, on le prend, on l'installe, système de demande. Donc, effectivement, la personne est identifiée. C'est renouvelable tous les ans. C'est renouvelable tous les ans, mais nous, ce qui nous interpelle, c'est qu'on va en avoir un peu partout, quoi. C'est-à-dire que sur les places de stationnement... Non, justement, tout à l'heure, je vous expliquais que par rapport à ce qui existait avant, et qu'on pouvait voir sans aller plus loin à Bordeaux, mais c'est vrai à Paris, etc., partout, où effectivement, on pouvait jeter le vélo ou le faire se stationner, enfin le vélo ou notre engin, n'importe où. Maintenant, il va y avoir un système de géolocalisation qui fera que la personne qui a emprunté le vélo, il va donner ses coordonnées bancaires et, si vous voulez, tant qu'il ne sera pas dans l'emplacement, il continuera à payer. Oui, mais... Et les emplacements seront dessinés. Alors, ils seront signalés au sol, n'est-ce pas? Il va y avoir... Alors, c'est peint au sol, c'est pas un panneau, ça sera peint au sol. Et je le répète, ça sera des emplacements actuellement de stationnement de parking de voitures. On empruntera sur 5 sites, 5 emplacements, parce qu'il ne faut pas rêver, on n'aura pas 30 vélos, et 30 scooters. Et pourquoi ne pas faire un essai à ce moment-là? Est-ce que c'est négociable avec Bordeaux Métropole de se lancer sur on s'engage sur un an. Sur 6 mois Non, on s'engage sur un an. Parce que franchement, moi... Et 24 communes ont validé le principe. Oui, peut-être, mais bon, après... Quand vous dites que tout le monde freine à 3 pieds, vous avez votre liberté de pensée et d'action. Ce que je veux dire par là, c'est que quelque part, nous, on craint, moi je crains le premier, qu'il y ait des débordements et qu'on se retrouve avec une circulation anarchique de la part de certains individus et qui vont... voilà, même si ça ne fait pas de bruit, le vélo électrique ou le scooter électrique, ou autre, c'est notre point de vue. Avant de vous donner la parole, je crois que j'avais Monsieur Dovillier ou Monsieur Tessier, mettez-vous d'accord, je vais juste faire une petite intervention. Pardon, je fais une petite réponse, pardon, je vous donne la parole après. Ça s'inscrit ce travail-là et ce free floating dans un cadre plus large qui est le plan de mobilité de Bordeaux Métropole. Et effectivement, c'est une nouveauté pour Artig. Moi, je crois qu'il ne faut pas avoir peur, sachant qu'un an, c'est pas si long que ça, que l'on fait aussi, et d'autres l'ont fait avant nous, et on poursuit et on amplifie le phénomène d'implantation de pistes, de voies vertes, de pistes cyclables. Donc je pense qu'il faut aussi donner les moyens aux Artiguais, parce qu'aujourd'hui, la population d'Artigues évolue. Tout le monde n'est pas dans un pavillon, comme c'était presque le cas dans les années 80 ou 90. Donc on a beaucoup de gens qui sont en appartement, qui n'ont pas toujours la possibilité de garer, d'avoir un parking ou d'avoir un balcon pour garer le vélo ou le scooter. Donc c'est une expérimentation qu'il faut faire. Une fois, c'est un engagement d'1 an. D'autre part, on n'a pas l'absolue garantie d'ailleurs que les opérateurs vont s'installer chez nous. Peut-être qu'on n'arrivera pas à séduire, j'allais dire, des opérateurs. Donc ça, on le verra bien. Après, c'est une question d'offre et demande. Ils ont fait leur analyse de marché certainement. Donc voilà, bon, j'entends votre inquiétude, mais dans toute nouveauté, il y a une petite part de risque à prendre, et nous estimons qu'on la prend, sachant qu'un contrat d'1 an, ce n'est pas non plus un engagement d'1 an, c'est pas quelque chose d'illimité, et qu'on est dans le cadre global métropolitain et qu'il est difficile de faire toujours tous les ajustements que l'on aurait pu souhaiter. Je ne sais pas si on se serait lancé dans ce modèle-là. J'ai Monsieur Dovillier, Monsieur Tessier et après Monsieur Colombo. Oui, donc on a bien entendu que vous n'étiez pas favorable aux trottinettes. Ça ne va pas empêcher quand même les utilisateurs voisins de venir stocker leurs trottinettes chez nous. Ça ne va pas empêcher. Ça ne sera impossible parce que l'emplacement sera uniquement cartographié pour les vélos et les scooters. Encore une fois, il continuera à payer s'il met sa trottinette sur un emplacement vélo et scooter.
Très bien. Oui, parce que Monsieur Dauvilliers, le système va être différent de celui qui existe aujourd'hui. C'est-à-dire que tous les opérateurs auront cette même obligation, c'est-à-dire s'il a 5 ou 6 opérateurs retenus. Donc voilà, même si quelqu'un d'une commune voisine, Senon par exemple, effectivement se déplace et vient à Artigues, s'il laisse sa trottinette à Artigues, le compteur va continuer de tourner. Donc le risque semble maîtrisé est maîtrisé par cette solution technologique. Quand on voit ce qui se passe actuellement sur les trottoirs de Bordeaux, pour moi, c'est une pollution. Hein. On est dans l'ancien fonctionnement. Ce sont des systèmes qui s'améliorent au fur et à mesure du temps. Donc, M. Tessier et après M. Colombo. Oui, donc l'augmentation de l'offre de mobilité, c'est toujours une bonne solution. Donc là-dessus, nous sommes, je pense que tout le monde est d'accord. Je vais juste tempérer votre enthousiasme. Les exemples marseillais montrent que l'utilisation de cartes bancaires frauduleuses est à peu près 5 à 10%. Donc ce sont des personnes qui, quoi qu'il arrive, pourront mettre où elles veulent leur trottinette, leur scooter ou n'importe quoi, puisque de toute façon, il n'y aura rien qui sera facturé. Donc ça, je me permets de vous tempérer un tout petit peu là-dessus, mais j'imagine que les opérateurs, de toute façon, le calculent dans leur risque. Il y a juste une question, et là je vais m'adresser donc à la fois à M. Verdon et à M. le maire. L'augmentation de la mobilité, c'est très bien, mais donc on va avoir beaucoup plus de déplacements de véhicules qui sont par essence silencieux. Donc, est-ce qu'il y aura quelque chose de prévu au niveau de la sécurité, à la fois pour les personnes, pour les enfants et les personnes âgées, c'est-à-dire au niveau du centre-bourg, près des écoles, et au niveau de la médiathèque? Je ne sais pas de quel système vous parlez aujourd'hui, mais ça peut être le cas, par exemple, avec un véhicule, une voiture électrique. Effectivement, c'est plus silencieux, surtout quand elle roule faiblement. Les vélos et les scooters, ce n'est pas parce qu'ils sont en free-floating que ça doit être différent d'un vélo qui sera acheté par quelqu'un ou d'un scooter qui est acheté par quelqu'un aujourd'hui. Oui. Donc si la question c'est est-ce que les systèmes électriques ou les vélos à assistance électrique posent des problèmes, mais je pense qu'aujourd'hui il est quand même plus dangereux de se faire percuter par une voiture que par un vélo, et je ne vois pas à quelle mesure vous souhaitez, à quelle mesure vous faites allusion. Alors, c'est très simple. Qui pourrait protéger, j'ai mal à saisir vraiment la... Alors, je repose ma question différemment. Vous allez avoir forcément beaucoup plus de véhicules électriques qui donc sont silencieux, qui vont circuler en centre-bourg, qui peuvent circuler sur les trottoirs, qui vont circuler sur les pistes cyclables. Donc, il va y avoir une augmentation de la circulation sur toutes ces zones-là. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui va être mis en place au niveau de la sécurité. Donc, soit sur... vous parliez de la possibilité de brider ces véhicules. Donc, est-ce que ça sera fait? Voilà, par exemple. Ou est-ce que vous allez prévoir quelque chose de spécifique au niveau des endroits où il y aura les enfants et les personnes âgées? Alors, le prestataire, effectivement, si on lui demande de limiter la vitesse à une certaine valeur, je ne sais pas moi, 20 km/h, ou 30, enfin j'en sais rien, moi ça dépend ce que c'est comme engin aussi, si c'est un vélo, si c'est un scooter, eh bien le scooter, il n'ira pas plus vite. C'est-à-dire qu'il peut rouler à une vitesse, sa vitesse normale sur certains axes, et plus lentement à d'autres. Et si par exemple, il veut chercher à sortir de la commune, l'engin s'arrête. Voilà. L'engin s'arrête. Ah mais le choix, s'ils veulent alors, de toute façon, le choix des opérateurs par la métropole se fera justement par rapport à ces critères-là. Ils n'accepteront pas les systèmes actuels, si vous voulez. Tout ce que j'ai énuméré doit rentrer en ligne de compte. D'accord, voilà. Donc ça je le comprends bien, mais donc plus précisément sur la commune, quel va être ce que vous souhaitez en termes de sécurité? Alors, une des premières réponses, c'est que le nombre de pistes cyclables va augmenter, puisque la voie REV, qui est prévue sur la ligne Poteau-d'Ibrac jusqu'à Bordeaux-Stalingrad, avec une partie qui est déjà en cours, qui est déjà réalisée sur Sedan, une partie qui est déjà réalisée sur Artigues, sur la partie de l'avenue du Périgord. Ça, c'est des zones où ce sont des pistes de 3 mètres de large, et qui permettent du coup d'améliorer la sécurité, puisqu'on a beaucoup plus de largeur et d'autonomie. Et vous-même aviez d'ailleurs, l'équipe municipale précédente avait déjà lancé une voie verte du côté de l'avenue du Pérou.
Donc ça, c'est un des éléments. Après, je ne peux pas vous promettre effectivement qu'il n'y aura aucun accident de vélo, aucun accident de scooter. Voilà, donc les mesures qui sont prises sont les mesures normales prévues par la loi, avec de la réglementation, avec le fait que les gens doivent s'équiper avec de nouveaux casques. J'ai vu qu'il existe des nouveaux casques gonflables bien plus faciles d'une part à transporter et bien plus résistants. Donc, parce qu'un des freins à l'utilisation du casque par les cyclistes, c'est le fait qu'ensuite il faut le transporter, etc. Donc ce sont des casques gonflables qui se plient, qui se mettent dans la poche. Je vais passer la parole à Monsieur Colombo qui m'a demandé depuis assez longtemps. Merci. Je vous remercie, Monsieur le maire. Alors, pour notre part, nous sommes favorables au free floating parce que ça va mettre un terme quand même à une jungle de la mobilité qu'on a actuellement sur notre métropole avec des vélos, des scooters partout. Et petit à petit, on les voit apparaître quand même sur notre commune. On voit de temps en temps, par-ci, par-là, des vélos abandonnés sur les trottoirs ou dans les fossés. Donc ça va permettre quand même de réglementer les choses et je trouve que c'est une bonne chose. En plus, c'est pas sûr que ces opérateurs nous choisissent aussi. Hein, donc il faut tempérer les choses. Je pense que... Voilà. Mais ça va au moins avoir le mérite de pouvoir poser une réglementation sur le stationnement et les dépôts sauvages qui continueront à être prélevés. Merci. Donc pour conclure, un dernier mot de Madame Lesbat, et après je vous proposerai de passer au vote. Oui, je voudrais juste rebondir par rapport à l'inquiétude de Monsieur Tessier concernant la dangerosité peut-être de ces engins. Bon, vous allez me dire, c'est pas beaucoup. On a 5 vélos électriques que nous prêtons depuis l'automne dernier. On n'a pas eu un seul accident, un seul problème. Alors vous allez me dire, ces gens-là, on les connaît, on a sur leurs coordonnées. Donc c'est peut-être une façon aussi qui nous sécurise. Mais les choses se passent très bien. C'est des vélos électriques. Ils n'ont pas de soucis par rapport à l'usage de leurs 2 roues électriques. Voilà. Bien, je crois que tout le monde s'est exprimé. Je vous propose de passer au vote sur cette dernière délibération. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Donc, je compte 6 voix. Donc, qui est pour? Je vais vous demander de lever la main. Donc, 23. Donc, à l'unanimité, cette délibération est adoptée. Pardon, à la majorité, excusez-moi, c'est la fin du Conseil, presque. Alors, avant de nous quitter, il y a une question... il y a bien une question orale. Monsieur Cholet, je vous passe la parole. Merci, monsieur le maire. C'est une question donc, effectivement, qui s'adresse à l'attention de monsieur No et monsieur le maire, bien sûr. Donc je vous la lis. Hein. Monsieur le maire, de nombreuses Artiguaises et Artiguaises ont reçu un mail en provenance de l'espace jeune relatif aux inscriptions d'été. Ce mail fait état d'une baisse significative du budget de fonctionnement de cette structure. Par là même, il est également précisé que les places, par conséquent, seront limitées. L'inscription de nos jeunes, comme cela est précisé, s'effectuera selon des critères précis. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous justifier cette baisse significative du budget et nous préciser le choix de ces critères que nous trouvons, bien entendu, élitistes? Alors, bien, je vous remercie d'avoir attiré notre attention sur ce courriel qui n'avait pas été validé par la direction enfance-jeunesse auquel est rattaché le service Espace Jeunes. Donc il n'est pas souhaitable qu'un tel courrier qui expose des opinions et des prises de position quant aux moyens alloués à ce service, qu'un tel courriel donc soit adressé sans filtre aux familles. Donc j'ai reçu le responsable du service Espace Jeunes pour lui exposer cette situation, lui dire très clairement mon avis, le rappeler à son devoir de réserve, ainsi que ses agents. Et donc des mesures sont prises pour éviter que cela ne se reproduise. Néanmoins, sur le fond de votre question, concernant le budget, donc l'effectif de l'espace jeune est passé de 2 à 3 agents. Donc ce n'est donc pas une baisse du fonctionnement de la structure, puisqu'il a plus de moyens, mais bien une augmentation d'environ 30% qui a été engagée depuis l'été dernier. Alors certes, j'ai demandé que certaines activités un peu consuméristes, on va dire, soient remplacées par des activités plus sociabilisantes, afin de favoriser des activités en groupe qui feront plus progresser les jeunes autour d'un projet de groupe et de ce qu'on souhaite mettre en place au travers aussi de la Convention territoriale globale, cette analyse, notamment aussi vers une prise de conscience éco-citoyenne, même s'il y a déjà 1 ou 2 activités autour de ça, mais nous souhaitons évoluer et faire évoluer l'espace jeune. Concernant les dépenses, une petite précision aussi, je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, mais les dépenses que doit faire la commune ne sont pas illimitées, puisque votre groupe avait émis un pronostic, si j'ose dire, une éventualité
d'une augmentation du point d'indice de la fonction publique. J'ai relu le conseil du mois de mars de 0,2%. Vous savez aujourd'hui que ce qui est annoncé, c'est 3,5%, ce qui est une bonne chose pour les employés, mais qui va représenter une somme d'un peu plus de 175 000 euros au bas mot pour une année complète pour la commune. Alors, quant aux critères que vous qualifiez d'élitistes, nous n'avons donné, ni moi, ni monsieur No, ni personne, aucune consigne particulière. Donc, il semble que ces critères soient historiques. Donc, je rappelle, aucune orientation n'a été donnée de notre part. Néanmoins, je reconnais qu'il faut peut-être s'intéresser aussi à ce sujet. Et si vous avez des critères, les uns ou les autres, à formuler, nous serons prêts, bien sûr, à en discuter lors d'une prochaine commission enfance-jeunesse à laquelle vous êtes, bien sûr, vous participez en tant qu'élu de l'opposition. Et puis un dernier mot sur la frustration peut-être qui a été évoquée. À ce jour, seulement 5 enfants à peu près sur seulement 2 activités spécifiques du mois de juillet sont en liste d'attente. Pour le reste, nous n'avons pas de risque ou de limitation du nombre d'enfants qui sont accueillis ou de frustration qui pourraient être évoquées. Je vous remercie. Bien, mesdames et messieurs, bonne soirée. Le conseil municipal est terminé. Je vous souhaite de très bonnes vacances. Profitez-en bien malgré la reprise de la période Covid. Et puis à très bientôt.